Une bouche pour porter ma voix aux autres. Un nez pour sentir là où je vais. Des yeux pour voir l'invisible. Des oreilles pour écouter le silence du monde. Je m'appelle Gabrielle et je vous invite à sculpter le portrait de mon invité. À partir de ses traits physiques et de son interview, je vous dévoile pas à pas qui est derrière ce visage audio, quel est son parcours et son engagement. Le trait commun de mes invités ? Sortir du cadre pour changer de point de vue. Épisode La fée du savoir, partie 1. Rencontre avec une youtubeuse qui aime les livres et l'écriture. Mon invité me donne rendez-vous dans un salon du livre, justement, où elle signe autographe sur autographe. Je m'installe en craignant une petite fatigue de fin de journée dans la voix de mon invité. Elle arrive, tout feu tout flamme, joyeuse avec un humour aiguisé et décalé. Cette énergie presque enfantine me fait rentrer dans sa danse, car mon premier regard posé sur sa silhouette est celle d'une belle danseuse égyptienne. En dernière année de maternelle, je découvre la mythologie grecque, tellement passionnée que quand mon premier frère naît, mes parents ne voulaient pas savoir si c'était un garçon ou une fille. Et donc quand je découvre que j'ai un petit frère, j'annonce à la terre entière que mon petit frère s'appelle Télémaque. Et donc arrive le primaire, je découvre, là j'avoue, je ne sais plus comment, mais l'archéologie, puis je dis, oh, trop cool. Donc je serai auteur et archéologue sur la Grèce, sur la mythologie grecque. Et puis en 6e, je découvre l'Égypte au programme, je dis, oh, trop bien. Alors ça sera l'Égypte en numéro 1, la Grèce, la mythologie grecque en numéro 2. Et en 5e, je découvre Pompéi, je dis, bon, Pompéi en numéro 3. Quand j'étais petite, pour moi, le livre, vraiment, c'était la porte vers le rêve. C'était rêver à d'autres choses, c'était voyager, il y avait de l'aventure. Il faut se méfier des apparences, surtout avec mon invité. La belle danseuse égyptienne s'avère plutôt être une casse-cou. Aventurière, elle part à la rencontre de l'invisible, qui n'est autre que sa source de vérité pour comprendre le monde qu'elle enjambe à grands pas. Avec ses mots ciselés, rapides comme l'éclair, précis, elle s'agrippe au flanc des montagnes pour transmettre tout autour d'elle ce qu'elle voit, ce qu'elle trouve en chemin. Alors par exemple en Égypte, vous avez une montagne qu'on appelle la montagne Thébène, donc elle se situe sur la rive qui est en face de Luxor. Et c'est dans cette montagne qu'on va trouver la vallée des rois, la vallée des reines, la vallée des nobles, le village des artisans qui ont construit et décoré ces tombes. Et puis il y a finalement un côté moins connu, parce que ça ce sont des sites, on va dire, touristiques. Jusqu'à il y a peu de temps, elle était encore accessible, donc aujourd'hui elle est interdite. Ce qui est génial, c'est qu'on sait qu'il y a des graffitis, il y en a beaucoup qui ont été répertoriés. J'en ai découvert à ma petite échelle plusieurs, donc ça c'est quand même super, quoi. Quand on voit des traces comme ça de hiéroglyphes, des mots par-ci par-là dans la roche qui ont 3000 ans. Quand on tombe aussi sur des tombes qui vont être des tombes inachevées, qui de fait ne font pas partie des circuits touristiques. Mais donc ça me plaît bien. Et puis j'avoue que moi j'adore faire de l'escalade en freelance. Donc vraiment, je vois une paroi, j'ai envie de monter, je monte. C'est le chemin est peut-être un peu compliqué, mais quand on arrive là-bas, c'est waouh. Amandine Marchal, docteure en égyptologie, archéologue, auteure, s'adresse à tous les publics et casse l'image parfois stéréotypée de l'Égypte pour faire de la vérité scientifique une histoire encore plus magique que celle de notre imaginaire. Pour les Égyptiens, ce qui représentait une valeur magique. Et donc, de fait, ce qui représentait peut effectivement arriver. Par exemple, on a retrouvé des sandales dans la tombe de Toutankhamon. On a la représentation des ennemis qui est en fait figurée au niveau de la plante des pieds du roi. Chaque fois que le roi marchait, il écrasait la représentation des ennemis, qui par ailleurs sont figurés dans une position vraiment de prisonnier. En fait, la magie fait partie intégrante de la civilisation égyptienne. On va penser aux amulettes, mais une nouvelle fois, c'est aussi pour ça que j'ai fait une vidéo « Comment bien choisir son amulette en Égypte ancienne ». On pense, et c'est une nouvelle fois, c'est normal, à la forme de l'amulette, mais en fait, sa couleur a une valeur magique, son matériau a une valeur magique, ce qui fait qu'en fait, une perle, une dent animale a aussi une valeur magique. De la même façon que une petite représentation, par exemple, d'un dieu en amulette. Une statuette va avoir une valeur magique. Par exemple, on a des représentations de lits où on va voir, dans certains cas, le dieu Bès, qui est le dieu protecteur justement de la famille, qui est représenté.
Du coup, le lit est magique. Le lit est en fait un lit de protection magique parce que justement, il est associé à ce dieu qui, lui, est censé protéger le foyer. Donc en fait, la magie, les gens la voient, alors, la côtoient bien évidemment de façon invisible, mais ils la côtoient au quotidien. Le médecin est un médecin magicien. Les prêtres, quelque part, c'est vrai que ce rapport au dieu, c'est un rapport qui est un petit peu magique aussi. Donc non, vraiment, la magie, elle fait partie intégrante du quotidien des anciens. Amandine Marshall tord le cou au cliché et plus particulièrement à cette image figée d'une Égypte mystérieuse, impénétrable. Les passerelles entre ce monde mystérieux et le savoir sont bien plus étroites qu'il n'y paraît. C'est pas parce qu'en fait on ignore les choses que c'est forcément mystérieux. Par exemple, pour l'instant, on ignore les techniques vraiment précises de construction des pyramides. Pour autant, c'est pas mystérieux. Mais par contre, on a de vrais mystères. Voilà, dans une prochaine vidéo sur les toutes premières momies égyptiennes, qui sont en fait des momies partielles, qui ne sont pas des momies complètes, on a pour le coup un vrai mystère. On est aux alentours de 3600 avant Jésus-Christ. On est dans un cimetière où on n'a que des corps de femmes qui ont été partiellement momifiés. Pour autant, ce n'est pas toutes les femmes qui sont concernées. Donc déjà, pourquoi des femmes, pas les hommes, pas les enfants? Elles sont momifiées partiellement au niveau de la mâchoire, au niveau des mains. Pourquoi la mâchoire, pourquoi pas la tête? Pourquoi les mains, pourquoi pas les pieds? On est à une période où l'écriture n'existe pas encore, on n'aura jamais de réponse. Ça, c'est mystérieux. Pourquoi Ramsès II, on lui voit ses cheveux? Voilà. Les autres pharaons, les autres momies, de façon générale, on les recouvre entièrement de ce qu'on appelle la résine noire. Pourquoi lui, on n'a pas badigeonné ses cheveux? Ça nous permet de voir qu'il était roux. Les autres, on ne sait pas. Pour les pyramides, pour l'instant, on n'a pas d'explication, mais un jour ou l'autre, on en aura. On a découvert il y a une dizaine d'années des papyrus sur les bords de la mer Rouge qui nous parlent justement de blocs qui étaient acheminés vers la Grande Pyramide. Donc déjà, rien que ça, s'il y avait besoin, ça tord le cou aux idées reçues sur les extraterrestres qui auraient donc supposément construit les pyramides. On voit bien, donc, on a ces textes-là. Certainement qu'un jour ou l'autre, on aura d'autres informations, mais c'est pas parce qu'en fait, on n'en a pas que, en fait, c'est forcément mystérieux. C'est qu'il faut aussi accepter, c'est ça aussi de faire de la recherche, accepter que parfois, il y a des points d'interrogation et on n'aura pas les réponses. En fait, pour moi, c'est la vérité qui me fait rêver. Mots après mots, à l'allure d'un cheval au galop, je rentre dans son aventure sans fin. J'en veux encore davantage, telle une boulimique. Je me concentre sur sa bouche, d'autres mots arrivent, et je me délecte. Puis je fais une pause, sans perdre le fil de l'histoire. Je m'arrête sur son visage. Ses traits me renvoient à l'image que je me fais des femmes égyptiennes. Elle est brune, grande, fine, aux yeux noirs et en amande. Amandine Marshall est un mythe ou une réalité? On parle de 3000 ans. La paysanne, elle ne vit pas pareil qu'une femme de la noblesse, qui elle-même ne vit pas pareil que la reine, tout simplement. Alors Cléopâtre, je pense que oui, forcément, quand j'étais plus jeune, j'étais intéressée, fascinée. Non, ça c'est clair. Largement plus par Hatshepsut que par Cléopâtre. Et j'ai eu le très grand plaisir et privilège d'écouter une conférence d'un ami qui s'appelle Sébastien Paulet, qui est lui aussi égyptologue belge, qui a fait justement une conférence sur Cléopâtre, voilà, entre mythe et réalité. En fait, il a montré que femme de pouvoir, oui, parce que reine, mais bon, en même temps, elle n'a pas eu tant de pouvoir que ça, puisque donc la première fois en fait qu'elle monte sur le trône, elle monte sur le trône certes comme reine, mais en étant obligée d'épouser un de ses demi-frères. Ensuite, quand elle se retrouve veuve, elle a quand même épousé son fils pour pouvoir continuer à diriger, parce que sinon elle n'aurait pas pu le faire. Donc cet ami-là, Sébastien Paulet, a aussi démontré dans cette conférence qu'en fait, elle était tout sauf une fine stratège. Hatshepsut est un modèle, mais pas vraiment de féminité, puisque finalement, elle va gommer cette féminité quand elle devient pharaon. Elle se fait représenter comme un homme. C'est une fonction de mâle. C'est pas comme reine. Comme reine, elle avait du pouvoir, mais elle n'en avait pas autant que pharaon. Donc à partir du moment où elle accepte de se fondre dans ce moule de pharaon, elle accepte quelque part aussi de renoncer à sa féminité. Alors, il y a une idéalisation qui est très très forte, qui pétrit en fait vraiment la culture égyptienne. Là, pour le coup, on peut faire une généralité. Parce qu'on voit que vraiment, dès le début jusqu'à la fin, on ne cherche pas à représenter les gens tels qu'ils sont, mais les gens de la façon la mieux possible, la mieux valorisée. Et donc, on a vraiment cette constante qui montre bien que depuis l'Antiquité, les femmes sont par exemple toujours représentées avec des cheveux longs. On n'en a pas qui ont des cheveux courts. Elles sont jamais représentées avec des tresses ou des coiffures qu'on peut avoir par exemple au niveau des perruques. On va pas avoir ça dans l'art égyptien. Et donc, la femme féminine, c'est la femme comme on va la voir finalement dans toute l'histoire de l'art égyptien. Donc avec des cheveux longs, des cheveux noirs, et puis des yeux particulièrement bien maquillés. Et bien évidemment très minces. Parce que voilà, si je pense à ça, on a la reine Amès-Néfertari, la mère d'Hatshepsut, qui est représentée à un moment donné sur les murs du temple 2 millions d'années d'Hatshepsut, à Der el-Bahri donc. Et on la voit en fait en train de faire une espèce de malaise. Et puis par la suite, on comprend, vu le contexte, qu'en fait elle est enceinte et qu'elle va accoucher d'Hatshepsut.
bon, si elle est passée de la taille 38 à 40, c'est le max. Donc vraiment, au niveau du stéréotype, on va dire, les femmes sont toujours représentées de façon vraiment très très fine. Donc non, on a une image qui est relativement figée finalement de la féminité en Égypte ancienne. Alors, ce qui ressort, c'est que, bien évidemment, ça c'est un fait, là on peut le généraliser, que la condition de la femme en Égypte ancienne, elle est largement mieux que celle de la femme grecque. Elle est un peu mieux aussi que celle de la femme dans la Rome antique. Mais pour autant, on l'a complètement fantasmé, une fois encore, parce qu'on a une espèce d'aura vraiment assez incroyable. La femme, elle reste inférieure à l'homme. On le voit dans l'iconographie. La femme est toujours représentée plus petite que l'homme, tout simplement parce que la taille est utilisée comme code pour l'importance sociale. Et donc, la femme est moins importante que l'homme. Alors, les rares exceptions, parce qu'on en a quand même quelques-unes, c'est quand on est dans des tombes de femmes, où là, en fait, c'est leur tombe. Donc, du coup, elles vont être représentées à la limite plus grande ou au même niveau. Mais c'est extrêmement rare. C'est vraiment l'exception à la règle. Ces similitudes imaginaires ou réelles entre les traits de mon invité et la représentation de la femme égyptienne m'interrogent sur l'héritage fait par l'Égypte ancienne à notre civilisation. 4000 ans nous séparent et pourtant. Un des futurs bouquins que je prépare, c'est Nos ancêtres les Égyptiens. Donc justement sur ces permanences, ces survivances culturelles de l'Égypte ancienne à nos jours, qui vont passer par le biais de la religion, qui vont passer par le biais de l'écriture. Par exemple, on a plusieurs mots dans la langue française qui viennent de l'égyptien. Alors le mot ébène, le mot oasis, le mot papyrus, c'est le mot sac, le mot nénuphar, le prénom Suzanne. Donc non, voilà, il n'y a pas 10 000 non plus, largement pas, mais il y en a quand même plusieurs. Et donc une nouvelle fois, ça je trouve que c'est intéressant. Le livre des morts, c'est un papyrus que les Égyptiens appelaient en fait le rituel pour sortir à la lumière. On va lister tout ce qu'on n'a pas fait et qui était considéré comme mauvais. Et c'est exactement en fait ce qu'on va retrouver dans l'étape de la loi de Moïse avec les 10 commandements. Ça, typiquement, voilà, c'est vraiment un héritage qu'on a de l'Égypte ancienne. C'est la fin de cette première partie de Portrait consacrée à Amandine Marchal, docteure en égyptologie, archéologue et auteure d'une trentaine de livres, créatrice de la chaîne YouTube Toutankatube. Avec ce cursus impressionnant, je me demande si la magie n'y est pas pour quelque chose quand même. Toute petite, mon invitée décide d'écrire, d'être ce qui la passionne et d'y parvenir. Fort heureusement, le seul vœu qui reste inexaucé pour elle est celui du prénom de son petit frère Télémaque. Cette potion magique, celle de la connaissance, elle la saupoudre un peu partout. Ce qui me touche, c'est cette envie d'aller vers les autres, sans barrière, sans carcan, avec une vérité parfois dérangeante pour certains égyptologues. Tout en repoussant les idées reçues sur l'Antiquité et l'Égypte ancienne, Amandine Marchal incarne les traits parfaits de la femme égyptienne. Et ça, j'adore ce paradoxe. Elle fait de la vérité scientifique son rêve et de sa franchise sa nature profonde. Dans le second épisode, nous rejoindrons notre aventurière sur un site archéologique d'une fouille, puis nous retournerons à l'école. Pas sûr que nos petits écoliers échangeraient leur place avec leurs camarades de l'Égypte ancienne. À bientôt pour le second épisode de Portrait avec Amandine Marchal, accompagnée de Gabrielle avec 2 L.